Chers amis de Point de Vue, bonsoir, je suis Laurent Monti et je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Point de Vue. Je suis d'autant plus heureux que j'ai le plaisir de retrouver Landry Couillot, que vous connaissez. Bienvenue Landry. Merci. Voilà, bienvenue Landry à ce nouveau numéro de Point de Vue qui est consacré à une thématique qui nous tient tous à cœur. Nous allons parler de démocratie parce que ça nous concerne tous et le thème c'est déconfiner la démocratie. Alors avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que nous n'avons que 30 minutes d'échange. Ça va être intense, ça va être interactif, donc n'hésitez pas à donner votre point de vue en commentaire et nous allons certainement vous répondre sur votre commentaire. Alors pour présenter l'invité, Landry Couillot, que certains d'entre vous connaissez déjà très bien puisqu'il est intervenu plusieurs fois à Point de Vue. Tu es diplômé en droit. Oui. Tu es consultant pour plusieurs organisations. Tu interviens sur les questions de gouvernance, de démocratie, de jeunesse aussi. Et je crois que tu as aussi travaillé sur les questions de sport. Oui. Voilà, donc tu es aussi un acteur très important de la société civile. Et on peut le dire aussi que tu es engagé en politique. Certainement. Voilà, donc nous avons vraiment un acteur majeur de la vie politique et sociétale et civile en Côte d'Ivoire que je suis vraiment heureux d'avoir sur le plateau. Donc nous allons parler de démocratie, Landry, parce que c'est un thème qui nous tient vraiment tous à cœur. Et le thème, c'est déconfiner la démocratie. Est-ce que l'impression que tu as, c'est qu'en Afrique, la démocratie, puisque c'est le terme à la mode, la démocratie est confinée en Afrique? Confinée certainement, parce qu'elle est appréciée par certains gouvernants, les plus nombreux bien sûr, comme étant un mal à leur nécessité de garder une emprise négative sur leur peuple, sur la richesse de leur peuple, et par voie de conséquence, comme la démocratie est porteuse de valeurs contagieuses, comme la liberté, l'épanouissement, l'affirmation de l'être, c'est donc un virus en griffe qui a une forte capacité de contagion qu'il faut nécessairement confiner, mettre en boîte, empêcher que les peuples d'Afrique soient en capacité d'en faire l'expérience ordinaire et de pouvoir en dégager tout le bien, tout le nécessaire afin de gagner en développement. C'est un virus qu'on ne souhaite pas garder pour soi, c'est un virus qu'on souhaite propager. C'est le seul virus, je pense. C'est le seul virus qui a des effets bénéfiques et qui apporterait bien sûr le bonheur aux peuples africains pour peu qu'on leur laisse la possibilité d'en faire la véritable expérience. Effectivement, pour parler de l'Afrique, Landry, la démocratie, on va dire globalement, on la connaît, elle est née, on est venue en Afrique dans les années 90 avec les conférences nationales souveraines, qui étaient appelées souveraines. Depuis 1990, on va dire jusqu'à aujourd'hui en 2020, est-ce qu'on peut faire une sorte de bilan du cheminement, du cheminement démocratique de nos différents pays? Aujourd'hui, si on peut faire une sorte de bilan, bien sûr. Très bien. Alors, permettez-moi déjà de donner un contenu au vocable démocratie, parce que tout le monde peut y mettre tout et n'importe quoi à la fois. Au point où les libertés qui sont promues par la démocratie deviennent liberticides, soit par l'action des gouvernants, soit par l'action des citoyens les uns envers les autres. Alors la démocratie, c'est un régime, plutôt un système politique appliqué dans une société donnée qui repose sur 3 éléments fondamentaux. Le premier élément est l'architecture et l'animation des institutions, censées pouvoir garantir quoi? Garantir la capacité des peuples, donc des personnes qui ont la qualité de citoyens, de participer de manière optimale et de manière évidente à la désignation de leurs gouvernants. Encore une autre chose, ces organismes-là, déterminés, désignés, ont aussi pour responsabilité de garantir, l'affirmation, ensuite, l'exercice, la promotion et la protection des libertés publiques et individuelles. Sans ces éléments-là, il n'y a pas de démocratie en tant que telle. Alors, quel est le cas en Afrique? Il est vrai qu'à la fin des années 90 et à la fin des années 80 début des années 90, il a été connu au niveau de l'Afrique ce qu'on appelle le vent de l'Est. La nécessité pour les peuples de finir avec la guerre froide et de pouvoir aspirer à des choses nouvelles. Sauf que, si il y avait de l'espérance à apporter aux peuples africains de sortir de l'emprise des partis uniques avec tous les effets pervers qui infantilisaient ou mettaient sur une tutelle absolue ces peuples-là qui avaient un besoin de liberté, un besoin d'épanouissement. La démocratie a plutôt été utilisée de manière perverse par des leaders politiques qui ont plutôt utilisé bien sûr ce vocable-là ou ce moyen de cette puissance-là comme étant un moyen de conquérir le pouvoir d'État et de se l'accaparer soit pour eux, pour leur famille, leur
leur clan ou un groupe ethnique. Est-ce qu'on va leur reprocher réellement lorsque, antérieurement, la gestion des partis uniques a eu pour effet de laisser l'hégémonie d'un groupe de personnes l'emporter sur d'autres personnes et que des groupes aient été piétinés, soit ethniques, philosophiques ou culturels, piétinés, écrasés au point où on niait leur existence. Dans tous les cas de figure, c'est une Afrique traumatisée qui n'a pas pu avoir le moyen ou le temps de la résilience, qui s'est engagée de manière frénétique dans cette aventure, j'aime bien le thème, cette aventure démocratique qui malheureusement semble faire craindre au peuple aujourd'hui plus sa négativité que sa positivité. Vous avez des personnes qui aujourd'hui sont en train de baigner dans la nostalgie des partis uniques parce que ceux-ci leur proposaient une sorte de paix passive ou paix négative où on leur garantissait la vie, à manger, à boire sans que l'on risque de se voir être battu, de se voir être piétiné, de se voir être mis en prison juste parce que l'on veut exprimer bien sûr sa liberté. Mais sur ce point-là, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est un échec justement de l'aventure démocratique dont tu parles? Parce qu'on se rend compte que dans certains pays, notamment la RDC et bien d'autres pays, on est nostalgique du temps des partis uniques, on est nostalgique du... Même ici, on est le temps du fouet, voilà, par exemple. Bon, même s'il a connu aussi une aventure multipartiste, mais on se rend compte qu'en fait, même les générations qui n'ont pas vécu sous l'ère, par exemple, d'Houphouët ou de Mobutu, sont plus ou moins regardantes sur comment les choses se passaient à l'époque ou aujourd'hui, alors qu'on est en pleine démocratie, entre guillemets, on se rend compte que le désir de liberté est encore plus criant et que les gens sont résolument aussi, malheureusement, encore tournés vers le passé parce que, par définition, c'était toujours mieux avant. Non, c'est pas toujours mieux avant. En fait, en réalité, que se passe-t-il? Il se passe que la nostalgie de cette époque-là est conditionnée ou est favorisée par le fait que ces peuples-là semblent être déçus. Déçus de quoi? Déçus de ce qui leur avait été promis n'est pas chose qui est faite aujourd'hui. On leur avait promis qu'on leur avait promis la liberté, on leur avait promis la possibilité, même pour les minorités, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir participer à la gouvernance de leur pays. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en plus d'avoir faim, en plus d'avoir soif, en plus de ne pas pouvoir scolariser efficacement ses enfants, on n'est même pas en capacité de pouvoir dénoncer cela. Au point où on se dit, mieux aurait valu rester dans l'ancien système où on nous donne au moins à manger, à boire, et puis qu'on se taise. Mais là, on nous a promis la liberté, elle ne l'est pas, et en plus de cela, il y a une telle mauvaise gouvernance, telle malgouvernance, que l'on est tenté de pouvoir regretter ces moments-là. Mais ce que je voudrais dire aux uns aux autres, c'est que tel un enfant qui naît et qui doit faire l'apprentissage de la marche et de la course, il en est de même pour les nouvelles sociétés africaines. Elles sont nouvelles, ces sociétés africaines-là, qui sortent de la colonisation, où là, il y a une défragration, bien sûr, de leur système politique, ancestraux, traditionnels, et qui ont besoin d'apprendre ou de réapprendre dans un monde nouveau, moderne, mais qui est si dynamique qu'il faut le rattraper absolument. Et on n'a pas forcément, dans la désignation des personnes qui doivent gouverner, les bonnes personnes qui auraient le courage ou la volonté ou la crédibilité ou la fidélité aux valeurs démocratiques. Parlons justement des institutions, Landry. La démocratie repose sur le fonctionnement d'un certain nombre d'institutions qui sont censées être représentatives des peuples. Comment expliquer aujourd'hui ce discrédit, ce désamour, cette désunion entre les peuples et leurs élites à travers des institutions qui aujourd'hui, bien que sur le papier, sont censées représenter des valeurs démocratiques, mais dans la pratique, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça. Comment l'expliquer et comment en sortir ? Alors déjà, au niveau des institutions, il y a deux éléments. Il y a l'architecture de ces institutions-là et puis il y a leur animation. Donc on a deux thèses. Certains estiment que tant que nous n'avons pas la meilleure architecture, c'est-à-dire la meilleure organisation possible qui permettrait donc à ces institutions d'être réellement indépendantes du pouvoir exécutif qui a une telle emprise, toutes les personnes qui y seraient, quelle que soit leur bonne foi et leur intime conviction, seraient en incapacité de pouvoir faire fonctionner ces institutions et garantir au peuple la tenue des promesses démocratiques. Et il y a certaines personnes qui disent qu'on ne va pas pouvoir trouver la meilleure architecture possible parce que nous sommes dans un monde où l'imperfection est de mise. Mais avec le peu que l'on a, il faudrait avoir les meilleures personnes ou les personnes qui sont en capacité par elles-mêmes et de par leur propre chef de s'assurer que ce qui a été décidé d'être fait soit fait pour de vrai. Ce que nous pensons, c'est simple. Je pense pour ma part qu'avec le peu que nous avons déjà, prenons le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons de bonnes lois.
Mais nous n'avons pas forcément les personnes qui ont le courage de les appliquer. Il y a la possibilité d'avoir des hommes courageux aujourd'hui qui sont capables de dire le droit tel qu'il est. Des hommes capables de pouvoir se sacrifier. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, lorsqu'on connaît ces genres de blocages, où les peuples ne sont plus en capacité d'entamer une nouvelle révolution, parce que chacun cherche sa vie plutôt que de mourir, il faut bien sûr qu'il y ait des hommes et des femmes qui disent non. Malheureusement, Landry, aujourd'hui, on n'est pas, enfin, je le dis pour le regretter, qu'on n'est pas à cette situation où on a des hommes qui sont capables de dire non, parce que quelle est la situation? La situation, je ne parle pas spécifiquement pour la Côte d'Ivoire, parce qu'on jette un spectre général sur l'Afrique. La situation est telle que le président de la Cour constitutionnelle ou du Conseil constitutionnel, le président du Sénat, les membres du Sénat, les membres de la commission électorale, ils sont quasiment tous choisis par le président. Et lorsque le président est candidat à l'élection, est-ce qu'on peut imaginer un seul instant, alors j'aimerais qu'on me montre dans quel pays africain où c'est arrivé, je sais qu'il y a des cas, mais c'est assez rare pour être souligné, où les personnes qui ont été choisies par le président, qui savent qu'elles doivent leur place au président, qui savent qu'elles doivent le renouvellement de leur place au président, dans quel cas ils ont pu dire au président que non, vous avez perdu, partez? Nous avons un cas en Côte d'Ivoire, parmi tant d'autres. C'est vrai que certaines situations ne sont pas réluisantes parce qu'il paraît que le diable aurait possédé certaines personnes. Mais nous avons quand même l'élection de 2000 qui est un très bel exemple qui va susciter de l'espoir. Nous avons eu M. Honoré Guié, par exemple, président de la commission électorale indépendante, et qui prononce des résultats qui sont contraires à ce qu'attend le pouvoir en place, le pouvoir militaire porté par Robert Gueye. Mais malgré la pression, malgré la menace et l'intimidation, l'homme est resté droit dans ses bottes. Ce qui fait que l'histoire retient Laurent Gbagbo comme étant président de la République de Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu un homme courageux. Vous savez, arrivé à un certain moment, on n'a plus besoin de formuler. Le précepte de science politique le plus élégamment écrit ne peut pas être le catalyseur. Il va falloir que nos intellectuels, ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, ceux qui ont eu la chance d'avoir de l'instruction et de l'éducation, et qui au-delà de ces éléments scientifiques acquis, ont pu produire en eux une telle intime conviction qu'il faut pouvoir agir au bénéfice de leur peuple, au point où leur démarche est devenue un sacerdoce. Il faudrait que ces personnes-là se mettent en capacité d'agir pour leur peuple. Il faudrait cesser de dire « je ne me mêle pas de la politique, c'est déjà pourri ». La nature a horreur du vide. Il ne faudrait pas s'étonner par la suite que la classe politique soit peuplée de voyous. Tout à fait, Landry, mais pour revenir, si tu permets, sur les institutions, moi je pense que c'est un échec quand on s'en remet au courage des uns ou au manque de courage des autres. Parce que les institutions doivent perdurer, les nations perdurent, les hommes viennent à la tête des États, ensuite ils s'en vont. Ce qui doit rester, ce sont les institutions. Par conséquent, je pense que le travail que doit notamment faire la société civile, on parlera du rôle de la société civile si le temps nous le permet, c'est de s'assurer par exemple que le président de la commission électorale, ou le président du Conseil constitutionnel ne soit pas choisi par le président. Parce qu'ils ont un rôle tellement structurant dans le processus démocratique qui ne peuvent être jugés partis, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un schéma, comme peut-être aux États-Unis, je parle sous ton contrôle, où les membres de la Cour suprême sont élus, où on peut aussi imaginer que les membres de la commission électorale indépendante soient également élus au suffrage, je ne sais pas, universel direct ou indirect, mais les sortir de l'escarcelle du pouvoir exécutif. Ça pourra peut-être permettre de garantir une forme d'indépendance de ces institutions. Vous savez, quand bien même on aurait pris ces dispositions et que ces personnes désignées acceptent ou décident de s'inféoder, vous ne pouvez absolument rien faire. Prenons par exemple le cas de la désignation du président de la Cour suprême ou des membres de la Cour suprême, que le président de la République les nomine et que leur nomination soit validée par le Congrès ou par une commission du Congrès en Côte d'Ivoire. Si le président de la République a son parti qui est majoritaire au niveau du Congrès, son parti va s'aligner. Bien sûr. Il est d'accord. Donc du coup, ceux qui l'aura proposé vont passer. Donc du coup, on revient à la même situation. Même si le processus est électif et échappe totalement à l'emprise du président de la République, au chef de l'exécutif, et que vous avez des personnes qui, pour vouloir faire plaisir au chef de l'État, vont agir dans son sens alors qu'elles ont toute la liberté, la légitimité de dire autrement et donc dans le vrai, vous ne pouvez rien faire. Ce que je vais terminer, je vais terminer. Aux États-Unis, ces institutions-là gagnent du succès parce qu'il y a une démarche éducative qui accompagne cela.
C'est-à-dire, au-delà de l'éducation de base, il y a une éducation citoyenne et une éducation politique qui va de soi. Lorsque vous emmenez votre enfant à l'école, lorsque vous l'inscrivez en maternelle et qu'il va jusqu'à l'université, si vous vous concentrez, ou que si cette personne-là se concentre à apprendre des différentes valeurs ou des informations scientifiques juste pour pouvoir exercer un métier, là, il y a un échec. Parce qu'en réalité, l'école est l'institution idéologique mise à la disposition de l'État afin de faire quoi? Afin d'abord de se doter des citoyens qu'il voudrait avoir pour sa société. Donc le premier but de l'école, c'est de produire des citoyens, c'est de dégager des citoyens selon la nécessité qu'a la société donnée. Malheureusement, en Afrique, on forme des techniciens, on forme des administrateurs, malheureusement, jamais de citoyens. La conscience politique n'est pas dégagée des différentes notions scientifiques, grammaticales, littéraires qui sont proposées. Landry, je suis en partie d'accord avec toi sur ce point, parce que la conscience politique peut aussi naître du fait des débats auxquels tu assistes, du fait des informations auxquelles tu es exposé. On est dans un monde de plus en plus ouvert, on est dans un monde connecté, où les gens ont accès à Internet, où les gens ont accès à des débats comme nous avons ce soir, où ils peuvent se forger leur point de vue. Donc, c'est pas, je comprends que l'éducation est le fer de lance de toute société, ça je le comprends parfaitement. Mais si on part du principe que c'est l'éducation qui doit plus ou moins tout faire, on est dans une forme de discours biaisé. Parce qu'il y a des gens, nos parents dans les villages, dans les champs, ils ont très souvent une conscience politique et citoyenne parfois beaucoup plus marquée que ceux qui vivent dans les zones urbaines et qui sont même exposés aux sociétés occidentales. Donc moi j'ai envie de dire aussi qu'il y a le rôle, on parlera de ça d'ailleurs si tu le souhaites, le rôle de la société civile et le rôle aussi des médias et aussi le rôle des partis politiques qui sont chargés de former leurs militants. Mais ce que je veux dire, M. Monti, c'est que ces personnes qui sont dans la société civile, ce sont bien des personnes qui, à la base, ont été des enfants qui ont dû avoir une formation initiatique. Ces personnes-là qui sont dans les médias, journalistes, analystes et autres, sont d'abord partis à l'école. Je parle d'une société qui, de plus en plus, c'est une société qui se construit autour de l'école et l'éducation. Dans 50 ans, ces personnes qui ne sont pas allées à l'école vont disparaître. Parce que l'école est devenu un choix obligatoire, c'est devenu quelque chose d'obligatoire. Alors, cette Afrique-là, où il y a une proportion importante de personnes qui ne sont pas allées à l'école, va disparaître progressivement. Il faut pouvoir anticiper sur cette donne-là. On se construit autour de l'école. Pour moi, je ne dis pas que l'école fait tout, je dis que l'école est la base. Parce qu'au-delà de l'école, lorsque vous avez déjà à la base des personnes qui ont ce minimum-là, ont cette forme initiatique où à l'école, on leur a appris à prendre la parole, on leur a appris à écouter l'autre avant de pouvoir y répondre et de répondre de manière courtoise, ces personnes-là font un très bon apprentissage parce qu'elles ont des valeurs cardinales. Si aujourd'hui des personnes se forment leur opinion en fonction de notre simple débat, elles vont débattre selon leurs valeurs cardinales. Vous verrez des personnes, par exemple, sur les réseaux sociaux, où, bien sûr, la libre expression devait être admise, mais qui est devenue liberticide. On interdit même. Ce n'est même pas l'État. Certains individus interdisent à d'autres individus de prendre la parole, d'écrire. Il suffit d'écrire, de voir les commentaires où on t'interdit, au point où l'individu craint même de pouvoir faire une publication, laquelle publication procède de son intime conviction. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un problème d'instruction de celui qui fait le commentaire, mais c'est un problème d'éducation et de conscience politique. Aujourd'hui, on a un problème de débat. Les gens, les uns et les autres disent, nous avons besoin de liberté d'expression, on a besoin de débat, mais prenez deux citoyens lambda, vous vous rendez compte que tout de suite, on va passer à l'énervement, et après l'énervement, on va passer au point. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette valeur cardinale-là d'apprendre à entendre l'autre. Mais moi, Landry, sur ce point-là, on parlait dernièrement de l'éducation, de l'école en Afrique. Quand même, avant que l'Occident n'arrive avec sa mission civilisatrice, on avait des formes de règlement des différends dans nos villages où on apprenait à écouter, où on apprenait à donner une réponse parfois avec des proverbes, etc. Donc cette culture de dialogue, cette culture d'écoute, on l'a quand même dans nos sociétés africaines. On l'a, mais on ne la pratique plus. On ne la pratique plus. Or, c'est une valeur qui est universelle. Qu'on l'ait à l'école, donc l'école est un cadre initiatique, ou qu'on l'ait au village, sous l'arbre à palabre, ou dans la chambre de son père ou de son grand-père, c'est toujours des cadres initiatiques qui renvoient à une valeur qui est universelle. Parler, écouter l'autre avant de répondre, parler avec le soin de ne pas lui attenter à sa dignité, pouvoir s'exprimer courageusement, mais le faire en le disant bien. Partout dans le monde entier, on l'apprend à tout le monde. Les cadres changent en fonction de l'espace géographique. Si à l'école, on ne peut pas l'avoir, on peut l'avoir dans nos villages. Sauf que c'est une réalité que même dans nos villages, on ne l'a plus.
où on l'a rarement. Vous avez des personnes qui migrent totalement vers la ville ou la ville qui rattrape nos villages. Même dans l'appréciation de l'éducation à donner à ses enfants, malheureusement, nos parents accordent plus à la démarche occidentale sur le choix qu'à la démarche traditionnelle. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est quel que soit le cadre, parler, là, prendre la parole est garanti par toutes les cultures. Sauf que pour dire... Et pour qu'on puisse vous permettre de dire aussi longtemps que possible, il faut savoir dire bien. Or, savoir dire bien, ça s'apprend. Et si vous n'avez pas l'opportunité, pour la majorité de la jeunesse africaine, vous n'avez pas l'opportunité d'apprendre à dire bien au village, vous pouvez apprendre à dire bien à l'école. Peut-être aussi qu'on apprend à dire bien quand on a l'impression d'être aussi bien écouté. Bien sûr, parce que vous savez, ce sont deux tenants d'une même pièce. Parce que si vous dites qu'en face, on ne vous écoute pas, on vous tape la matraque, à un moment, vous n'avez plus envie de dire bien. Vous avez simplement envie de dire pour être entendu. C'est pourquoi est-ce que je dis autant nos gouvernants que ceux qui sont de l'opposition politique ou ceux de la société civile doivent nécessairement passer par cette phase initiatique. Je ne dis pas qu'on aura un résultat à 100%, mais lorsque on forme des gens, vous savez, moi je suis patient et je suis optimiste pour ce qui est de l'Afrique, vraiment optimiste. Je me dis que c'est vrai, on attend d'elle beaucoup, tout et maintenant, mais elle fait un apprentissage. Ce qu'on a aujourd'hui, que pour nous, la chose évidente, n'était pas aussi évident il y a 30 ans, vous comprenez? Et les Africains apprennent très très vite, sauf qu'il faudra mieux organiser, mieux cadrer. C'est pourquoi est-ce que moi je mets au cœur de la situation nos intellectuels. Est-ce que Landry n'a pas au final un peuple qui aspire à la démocratie, qui est prêt vraiment à la démocratie, mais qui est plutôt freiné par une élite qui, elle, sait ce que représente la démocratie et ne veut pas prendre le risque d'appliquer véritablement la démocratie? En fait, pour moi, je n'accuse pas les tenants du pouvoir, moi j'accuse plutôt ceux qui sont... l'élite. Hein? Oui, l'élite. Alors, il y a deux sortes d'élites. Il y a une élite peureuse, couarde, et puis il y a plutôt une élite qui s'est faite parce que audacieuse et qui y est allée parce que l'action politique s'offrait à elle parce qu'il y avait un vide. En réalité, prenez n'importe qui en Afrique. Des personnes qui développent une conscience politique et qui ont le courage de s'exprimer. Vous diront, nous sommes gouvernés par des voyous en majorité. Les gens arrivent en politique et ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de savoir-être, de savoir-faire. Ils arrivent parce qu'il y a un gain. L'appât du gain leur permet d'entrer en politique. Ils n'y sont pas portés par le besoin de servir leur peuple, mais plutôt de se servir de leur peuple. Et vous avez de l'autre côté des personnes qui ont cette éducation, cette élégance-là, qui savent des choses, qui peuvent apporter le plus, mais qui vont s'interdire de pouvoir s'engager en politique parce que pour elles, c'est un milieu qui est déjà souillé. La nature aura du vide. Bien sûr, l'espace politique sera occupé par des personnes qui n'y ont rien à faire. On se tombe par exemple en Côte d'Ivoire d'avoir des députés qui n'ont rien à faire d'être à l'hémicycle parce que jamais ne produiront une seule proposition de loi. Jamais vont plonger leur regard dans les textes de projets de loi qui leur sont soumis. Ils viennent, ils valident tout simplement, ils disent le président de la République a dit quoi? On dit il a dit ça, on dit oui. Et puis il dit oui, sans penser à réfléchir. Donc c'est d'abord nous autres qui avons eu la chance d'aller à l'école, qui avons eu la chance d'aller plus loin à l'école, qui au-delà d'avoir appris, avoir été instruits, s'éduquent et qui développent cette conscience politique. On ne peut pas gouverner un pays dans son salon. Il faut prendre le risque aussi d'aller sur le terrain, d'aller parler aux gens, leur dire ce qui est et ensuite accepter la confrontation des idées. Et lorsqu'on réussit à l'emporter, on l'emporte pour tous. Nous sommes en train d'arriver à la fin de notre échange, aussi passionnant soit-il. Mais quand je remarque quand même ce qui se passe au Mali, oui, on se rend compte que ce sont les leaders religieux qui ont pris le relais des partis politiques parce que les gens, en réalité, ne croient plus aux partis politiques, ne croient quasiment plus à l'action politique. On voit que c'est le religieux qui prend le relais, qui est très souvent en front line, comme on dit. Est-ce que ce n'est pas un échec de notre système démocratique? Justement, c'est un échec parce que, comme je vous disais dès le départ, lorsque nous avons commencé à débuter l'expérience démocratique, lorsque ces partis politiques qui gouvernent les uns après les autres ont connu naissance, se sont constitués, la base n'était pas saine en réalité. Soit c'était une nécessité de revanche sur la vie, soit c'était une nécessité de conquérir le pouvoir avec son groupe ethnique. En réalité, il n'y avait pas de fond, il n'y avait pas de contenu. On s'est servi des aspirations des peuples afin de pouvoir se hisser là où on a toujours convoité être en réalité. L'échec des politiques est évident.
Les personnes craignent les partis politiques aujourd'hui, sauf qu'il va falloir faire avec les partis politiques. Aujourd'hui, c'est vrai, comme au Mali, la société civile ou la société religieuse l'emporte. Pourquoi on a des pays où le religieux est vraiment important? Le risque, c'est quoi? C'est qu'on risque de basculer dans une conception théologique de l'action politique et où les minorités religieuses vont se sentir forcément exclues. Pour ma part, la société civile est fondamentale, mais l'action politique portée par des hommes politiques nouveaux est nécessaire afin de refonder le mécanisme de structuration et de fonctionnement des partis politiques, où la question portant sur la formation de leurs militants, qui serait non pas utilisé comme du bétail électoral, mais comme un véritable personnel politique, un des ressources humaines politiques, est nécessaire. De sorte que lorsqu'un jeune adhère à un parti politique, il y va non pas pour pouvoir, non pas pour s'épuiser, non pas pour on extirpe de lui toute la substance intellectuelle, toute la substance énergétique, mais qu'on lui donne la possibilité de se construire en tant que futur gouvernant. On parle de déconfiner la démocratie. Ça suppose que la démocratie en Afrique, on a fait le constat, est confinée. Parce que la démocratie répond à des valeurs universelles. Qu'est-ce qui caractérise la démocratie en Afrique? Comment faire en sorte qu'elle colle aux véritables valeurs universelles, mais surtout, selon toi, quels sont les pays qui, plus ou moins, s'en sortent le mieux? Alors, on a bien sûr un classement qui nous est donné année après année par The Economist Intelligence Unite. Ecofin l'a publié, où chaque année, on présente les meilleurs élèves. Ça peut être étonnant, mais les plus petits pays sont les pays qui excellent en matière démocratique. J'ai fait des recherches avec toi. J'ai une liste là, d'ailleurs, que je vais me permettre de... On a en numéro 1, on a l'île Maurice. Oui. Bon, qui a un score de 8,22. Ouais. On a le Botswana en numéro 2. En 3, on a le Cap-Vert. En 4, on a l'Afrique du Sud. C'est ça. En 5, on a la Tunisie. En 6, on a le Ghana. En 7, on a le Lesotho. En 8, on a la Namibie, qui sont des démocraties imparfaites. Mais des démocraties, il y a des efforts. Voilà. Et à partir du numéro 9, on a des systèmes hybrides. Oui. Donc, mi-autorité, voilà, je suis quand même surpris du classement du Sénégal, parce que c'est quand même... oui, il y a des efforts qui sont quand même faits. On peut décrier la gouvernance du président qui est en place, sauf qu'il est appréciable de voir comment, de fois au Sénégal, le système législatif est dynamique et surtout la participation des jeunes qui y accèdent. Ça, c'est très important. Vous savez, en 2009-2010, il y avait un véritable bond qualitatif au niveau général sur le continent africain. Mais ces présidents qui portaient l'espoir, comme en Guinée et autres, ont forcément déçu. Pourquoi? Parce que ces personnes qui pendant longtemps étaient dans l'opposition et qui scandaient des slogans ou portaient des valeurs qui inspiraient tant d'espoir à leur peuple font pire que ceux qu'ils ont dégagés par la suite, voulant s'éterniser au pouvoir avec des prétextes fallacieux. Aujourd'hui, la déception, elle est grande au niveau des populations, au niveau même de l'international qui a certainement d'une manière ou d'une autre donné son soutien, son apport, son appui. Et pour nous, il n'y a pas d'autre chose que de s'assurer que nos espérances ne soient pas déçues. Il ne faudrait pas de manière passive regarder, voir tant d'efforts, tant de vies perdues, tant de sang coulé, tant de sacrifices consentis être braqués et être détruits, anéantis par les ambitions de quelques personnes qui espèrent simplement embrigader le pouvoir et bénéficier d'une position qui normalement n'est pas la leur, mais qui est celle du peuple qu'ils gouvernent, qui a décidé de les choisir comme telles. Il y a une caractéristique de nos démocraties qui font qu'elles sont confinées, c'est que les peuples se rendent compte qu'en réalité, il y a une belle escroquerie. On les appelle à aller voter et ce qui est décidé comme étant, ou ce qui est produit ou affiché comme étant les résultats, sont en réalité des résultats qui avaient déjà été préparés depuis longtemps. On a l'impression qu'on se sert, ils ont l'impression qu'on se sert d'eux, qu'on les utilise juste pour la façade. Je crois qu'il ne faudrait pas jouer à ce petit jeu-là. Parce que même si, par exemple, en Côte d'Ivoire, les gens se disent on est fatigué d'avoir donné nos vies, mais arrivé un moment, l'être humain est un être de liberté, fondamentalement de liberté. Et lorsqu'il se sent être escroqué à un tel niveau, et lorsqu'il se sent être enfermé, il réagit forcément. Il ne faut pas se risquer à ce qu'il y ait de nouvelles révolutions en Afrique parce qu'on a des moyens qui sont beaucoup plus meurtriers et donc ces révolutions seront vraiment violentes. Il faut désormais respecter les textes pour pouvoir garantir la paix.
Merci. Pour ceux qui posent la question, la Côte d'Ivoire occupe le 23e rang. Oui, on a fait un effort qualitatif, mais je ne suis pas très sûr qu'avec ce qui se passe maintenant, nous détenions cette position. On verra le classement de 2020. Espérons qu'on se maintienne, mais il faut pouvoir accepter avec courage et lucidité, mais aussi avec honnêteté, de respecter les tests que nous nous sommes nous-mêmes donnés. Le Gabon, pour ceux qui posent la question, est 29e et selon ce classement, un régime autoritaire. Bon, enfin bref, nous arrivons quasiment à la fin de notre émission. Je pense qu'on aura l'occasion d'avoir une deuxième partie de ce débat. Mais juste un petit échange sur ce point. On a remarqué, notamment pour certains pays, la plupart des pays d'Afrique centrale, on va aux élections, le président est déclaré vainqueur, l'opposition se fâche, etc. Ensuite, on a des gouvernements d'union nationale, on a des dialogues qui sont instaurés avec un partage de strapontins, etc. Ensuite, rebelote, chaque année, tous les 5 ans, c'est le même schéma qui est connu. Je peux vous parier que si on a une élection demain, je ne sais pas, au Congo, on aura ce schéma-là. Est-ce qu'on va s'en sortir? Comment s'en sortir? Je sais que tu as déjà plus ou moins répondu à ça, mais honnêtement, il y a une jeunesse qui a vraiment soif de démocratie et qui est totalement blasée et qui prend le risque de traverser la Libye pour aller en Europe, là où ils espèrent à mieux vivre, où ils espèrent avoir un cadre de liberté, où ils pourront s'exprimer librement. Est-ce qu'on pourra un jour, je sais que tu es aussi optimiste que moi, mais est-ce qu'on peut s'en sortir là? La nature elle-même nous enseigne que nous allons forcément nous en sortir. Le processus naturel voudrait que ces personnes qui sont aujourd'hui là, qui ont un certain âge, vont passer forcément. Que vous ne voulez pas, elles vont passer. La responsabilité, ce n'est pas tant à leur niveau, c'est nous. Nous qui aspirons tant à ce que les choses changent, préparons-nous à ce que nous-mêmes nous changeons pour faire changer les choses. Celui qui a 80 ans aujourd'hui va mourir. Oui, sachant que Landry, on est dans une logique systémique. Si lui part et que le système qu'il a mis en place demeure, on est simplement dans une forme de continuité, même si les visages changent. Quelqu'un a parlé en France de renouvellement des usages et des visages, mais on peut changer les visages, mais garder les usages. Bien sûr, c'est pourquoi est-ce que la responsabilité individuelle, elle compte, et surtout de nos populations, dans le choix des personnes. Si on a pour critère de désignation la puissance financière, la position politique, plutôt que de choisir celui qui porte des idées nouvelles et qui est sincère, c'est sûr qu'on va être constamment déçu et sûr à l'infini. Mais si l'on fait le choix désormais de dire que nous portons notre choix sur quelqu'un qui vient avec des idées sérieuses et que lui-même il apporte un crédit ou une exigence à sa crédibilité et que cette personne est capable de faire notre affaire et qu'en réalité c'est ensemble que nous allons gouverner, à ce moment-là, le système va changer parce que les gens ont changé. Donc, il n'y a pas que les gouvernants, il y a surtout les gouvernés qui doivent pouvoir faire des choix sérieux. Je crois pour ma part que s'il y a malhonnêteté, c'est une malhonnêteté complice ou partagée autant par les gouvernants que par les gouvernés qui demandent des choses en choisissant les mêmes personnes. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci beaucoup Landry, je te donnerai un mot de conclusion. Merci à vous tous qui nous suivez. N'hésitez pas à donner votre point de vue en commentaire, nous vous répondrons. Et merci de nous suivre de manière fidèle sur Point de Vue. Landry, je te donne le mot de fin. Alors le mot de fin, il est ceci. Très simplement, c'est de dire aux jeunes, c'est de dire aux Africains ceci. Si vous pensez qu'il y a nécessité de changer les choses, alors allez-y au changement. Assurez que vous-même, vous soyez en capacité de changer les choses et puis aller mener l'action politique. Si vous voulez gouverner, ce n'est pas dans vos salons. Allez-y à la conquête du pouvoir. Et le pouvoir n'est pas qu'à la présidence de la République. Le pouvoir, c'est dans vos quartiers. Le pouvoir, c'est en devenant député, en devenant maire, en participant au conseil municipal, au conseil régional. C'est là-bas que se trouve le vrai pouvoir. Vous ferez l'apprentissage de la gouvernance et lorsque vous serez prêt, suffisamment stratégiquement unis, vous pourrez briguer la magistrature suprême. À ce moment-là, l'expérience acquise depuis le bas servira bien sûr à agir depuis le haut. Voilà, donc sur ces mots, de toutes les façons, Landry, toi-même tu es engagé sur ce chemin et j'espère vraiment te voir au sommet de ton art. Merci beaucoup, bonne soirée chez vous et à très bientôt pour un nouveau numéro de Point de Vue.